À Marseille, comme tous les matins, Nathalie accompagne son fils Elio à l'école. C'est une bonne journée, mes enfants. Passe sur la flaque. Passe à côté de la flaque. À 7 ans, il a enfin la vie d'un petit garçon de son âge. Tu vas bien? Alors, on va demander maintenant à Elio de nous lire ici en bas. Ces temps-ci, ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre à lire. Alors, on descend, hein? On est là, les enfants. Qui va manger ce pain? Moi, dit le chat en se redressant. Moi, dit le canard. C'est l'accent apostrophe qui m'embête. Non, c'est un accent circonflexe. Et tu lis normalement la lettre. Ça fait re et a. Un quotidien ordinaire, et pourtant, Elio a été greffé d'un rein à l'âge de 2 ans. Un événement qui a bouleversé sa vie. Nous l'avions filmé à l'hôpital de la Timone, il y a 6 ans. Sa vie était alors suspendue au fil de la dialyse. On s'en passerait bien de la dialyse. On aimerait bien avoir une vie banale. Hein, quand il s'arrache le pansement et que je suis obligée de mettre des rustines, je vois ce tuyau rentrer directement dans sa peau, ça... je préférais que ça soit à moi que ça arrive plutôt qu'à lui. Hein. Les reins d'Elio ne fonctionnaient plus. 4 fois par semaine, pendant 15 heures en tout, une machine nettoyait son sang. Une situation difficile pour un enfant si petit, mais sans cette dialyse, il n'aurait pas survécu. Par ce côté, on tire le sang qui va vers la machine et au retour, le sang revient par le côté des deux. Donc on tire par la terre, on rentre dans la veine. Et ça nettoie le sang. Sans sale, sans propre. Elio découvre pour la première fois le reportage qui évoque sa vie avant la greffe. Ça me fait des drôles de souvenirs à maman. Pour quelques mois encore, sa survie passera par ces On va machines. pleurer, maman. Par ce côté, on tire le sang Si. qui va vers la machine et au retour, le sang revient par le côté des deux. Donc on tire par l'artère. Elle est bien contente, maman, hein, que ce soit fini, ça. Tu te souviens ce que tu as là? Elio n'a pas de souvenir de sa petite enfance. Ces images sont l'occasion de reconstituer le puzzle de son histoire. Passera par ces machines. Le jour où tu as reçu ton appel pour la greffe, tu avais 2 ans. On fêtait ton anniversaire et tu as été greffé le lendemain. Ça, c'est un beau souvenir pour maman. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait te faire. Même si on le voulait, papa et moi, on n'aurait pas pu l'acheter. Et coûtait combien? C'est un amour que les gens distribuent quand ils font cadeau, eux, de leurs organes. Ça n'a pas de prix, ça. Non, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. Tu vas pas faire comme maman, tu vas pas pleurer. Hein. Mais non. Ah non, il n'y a que maman. Hein. C'est des beaux souvenirs. Parce que tu es là. Ben oui. Pleure pas, bichou. C'est quelque chose dont vous n'aviez pas vraiment parlé? Si. Mais je pense que en grandissant, il y a des trucs qu'il intègre, qu'il entend plus. Voilà. Jusqu'à présent, on n'insistait pas, hein, on lui expliquait la réalité des choses, sans rentrer dans des détails pas très sympathiques. Et jusque-là, il y a un détail qu'il n'avait jamais abordé. On peut remettre notre film. Au deuxième visionnage, Elio va comprendre ce que signifie aussi d'être greffé. Le rein, il est dedans, dans la boîte. Comment? Le rein, il est dans la boîte. Quelque part en France, une personne vient de mourir. Elle a fait don de ses organes et c'est ici, à Marseille, qu'une vie va pouvoir continuer. Maman, je savais pas que quelqu'un était mort. Un cœur. Quand aujourd'hui on fait don d'organes, c'est quelqu'un qui est mort et qui fait don de son corps pour récupérer tout ce qu'on peut dessus, pour que ça profite à des gens qui en ont besoin. Toi, à l'époque, tu avais besoin d'un rein. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être eu un foie, des poumons, un cœur. Ça sert à ça. Penser aux autres. Maman, elle est contente qu'il y ait quelqu'un qui pensait à toi. Hein. Parce que je ne sais pas si j'aurais tenu longtemps comme ça. Hein. Je sais. Oui, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Une personne meurt, une autre continue à vivre. Ainsi commence la chaîne du don d'organes. Un processus rodé qui reste pourtant toujours une aventure miraculeuse.
Il y a 6 ans, nous avions raconté l'histoire de Sandy. À l'époque, malgré les apparences, elle avait 13 ans. Une maladie du foie l'empêchait de grandir. La greffe était pour elle la seule issue. Depuis quand t'es au courant, Sandy, que c'est le grand jour? À 5 heures. Ils ont eu peur, mes copains. Ils croyaient que je devais aller faire les examens. Et quand maman a dit elle va se faire greffer, ils m'ont tous applaudi. Elle venait alors d'apprendre que l'opération tant attendue aurait lieu cette nuit. Aujourd'hui, c'est mon plus beau jour de ma vie. Je pourrais tout manger. Du chocolat, bonbons. Après, je pourrais courir, faire du sport. Grandir et peut-être avoir des enfants. Oui, mais Thierry, quand je te promets quelque chose, hein, on a dit bientôt. Quand est-ce qu'on a dit ça? C'était il y a une semaine. Il y a une semaine. Ouais. On a dit bientôt, et voilà. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Oui. Je vous remercie du fond du cœur pour me faire repas. Au même moment, le foie arrive dans un caisson isotherme à 4 degrés. Il faut faire vite, le foie a une durée de vie assez courte, 8 heures. Il a été prélevé il y a déjà 4 heures. Tout doit être parfaitement coordonné. Dominique accompagne sa fille jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. Elle est inquiète. La greffe du foie reste l'une des plus difficiles à réaliser. D'autant que ce foie provient d'une personne adulte. Il va falloir l'adapter au corps de Sandy. On va te mettre le foie tout neuf. Hein, on y va? Allez. Le foie est un organe vital. Celui de Sandy enlevé, les chirurgiens n'ont pas droit à l'erreur. Au moment où le foie a été enlevé, à ce moment-là, la cavité abdominale est entièrement libre et pour le chirurgien qui va greffer, c'est quelque chose de très angoissant. On a quelque chose, on l'a enlevé, on sait que c'est vital et si on n'arrive pas à remettre tout de suite quelque chose qui marche, ça veut dire que le malade va mourir. Et ça, c'est très, très angoissant. L'intervention va durer 6 heures. La greffe est un succès. Aujourd'hui, Sandy a 20 ans. Elle revient sur les lieux de son opération, à l'hôpital de la Timone à Marseille. Est-ce que c'est par ces ascenseurs que tu es arrivé déjà? Celui-là. C'est celui-là? Tu t'en souviens bien de ce jour-là? Ah, comme si c'était hier. Comme si c'était hier. De quoi tu te souviens? L'ascenseur du bonheur. C'était le jour J. C'est quoi ce que tu ressentais à ce moment-là? Une joie immense. Ah. On enlève toute la douleur, la souffrance. Maintenant, ça y est, je découvre enfin le bonheur, j'ai mon copain, j'ai ma petite vie. Bientôt, je vais commencer à travailler. Sandy vient rendre visite au docteur Delarue qui l'a greffé il y a 6 ans. Oh! Tu viens me souhaiter la bonne année? Tu veux me parler de ta vie, ton œuvre? Pour elle, c'est presque un deuxième père. On ne s'est pas vu depuis quand? L'année dernière, mois de décembre, c'est ça? Oui, on s'est croisés, je crois, dans les couloirs près du parking et tu m'as dit que tu étais en pleine forme. Depuis son opération, il la suit et la soutient. Parle-moi des nouvelles résolutions de 2010. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses? Que tu vas tenir? Oui. Très bien. Qui n'empêche, ma cicatrice est devenue belle. En plus? Elle est super, elle se voit pas. Non, en plus, allez. Elle se voit plus. Sérieux? Oui. Tu la montres? Elle se voit plus du tout. Ah oui, ça en est fait, hein. Ah bah si en plus, alors écoute, si en plus il y a la cicatrice qui est jolie et que personne se plaint de la cicatrice, alors là c'est le titre. Non, en plus c'est vrai qu'elle est tout à fait impressionnante, hein. X années après, non, pas mal. Je suis ravi de la voir avec cette, avec cette mentalité, cette évolution surtout qui est quand même pas mal. Enfin, qui est impressionnante. Ah oui, beaucoup. Ça fait plaisir que tu sois venu. Vous le vivez vraiment sur un registre personnel? Oh, quand même, oui, parce qu'effectivement, quand moi je les ai tellement suivis que c'était quand même très impressionnant pendant combien de fois je les ai eus dans le bureau comme ça. Pour toute l'équipe de transplantation, ça a quand même été un travail absolument colossal et donc c'est assez sympa pour tout le monde d'en avoir la récompense. Le docteur Delarue est ému, car après la greffe, le parcours de Sandy a été chaotique. Nous l'avions revue 2 mois après l'opération. À 13 ans, elle entrait alors dans l'adolescence.
Avant, j'avais un regard de bébé. Et maintenant, ton regard, il est comment? Bah, il fait plus grand, non? T'as l'impression que ça t'a fait grandir, cette greffe? Oui, j'ai pris 2 cm déjà. Elle a le visage qui a changé, les cheveux qui ont épaissi, elle n'avait pas de sourcils, elle a des sourcils. Puis elle a la meilleure mine aussi. Elle a des jolies têtes, elle a des beaux yeux comme ça. Avec maman, quand j'étais à l'hôpital, elle me disait il faut encore beaucoup de courage. Et moi, je disais non. Elle dit j'en ai assez donné. Pendant les années qui ont suivi, Sandy a très mal vécu les contraintes liées à sa greffe, notamment les médicaments anti-rejet. Un traitement obligatoire mais lourd contre lequel elle s'est rebellée. Il y a eu des moments difficiles pour toi ces dernières années? Oui, il y a eu des crises, des coups de gueule, bien sûr, comme chaque adolescent, mais bon. Après, il y a un moment où il faut se dire stop. Hein. C'est bien, non, mais c'est que, donc, que tu le dises toi-même, je pense que c'est pas mal, ça. Elle s'est mise en difficulté physiquement à un moment donné? Elle a pris des risques, oui, elle a pris des risques majeurs, hein, parce que quand elle était un petit peu en crise, elle s'est servie un peu de ses médicaments et de sa greffe comme une technique de chantage, on va appeler ça comme ça. Ça a été extrêmement compliqué, donc elle a fait ce que font beaucoup d'adolescents, et en plus, quand c'est compliqué, c'est des arrêts de traitement, ou des traitements très mal suivis. Et donc le rejet des thérapeutiques, ça arrive aussi au rejet du foie, hein, c'est dans le principe, et donc ils ont bien rattrapé, et ça s'est bien passé, mais il faut vraiment que ça dure. Hein. Mais bon, maintenant, c'est oublier les idées noires, maintenant c'est la vie en rose, on essaye. C'est bien, oui. Pas simple de vivre avec l'organe d'un autre, et surtout difficile pour une adolescente de mesurer la valeur d'une greffe. Salut Miss. Porte-toi bien et bonne année. Pourtant, tout le monde n'a pas la chance de Sandy. L'an dernier, sur 14 000 personnes inscrites sur liste d'attente, seul un tiers a pu être greffé. À l'étage des adultes de la Timone, pour plusieurs malades en cardiologie, il y a urgence. Elle vient vous tenir compagnie? Voilà, elle vient de me tenir compagnie. Dans cette chambre, ma foi, pas si sinistre que ça finalement. Philippe a besoin d'un cœur. Une maladie épuise le sien. Ce professeur de musique, hospitalisé depuis 2 semaines, s'affaiblit de jour en jour. Je n'arrive plus à marcher. J'ai 42 ans et quand je marche dans les couloirs, on dirait un papy de 90 ans. Seule une transplantation peut lui sauver la vie. Depuis vendredi dernier, je suis officiellement inscrit sur liste d'attente des greffés et j'attends. Voilà, j'attends. Dès que le téléphone sonne, dès que la porte de la chambre s'ouvre, toujours l'impression qu'on va venir me chercher, me dire ça y est, c'est pour aujourd'hui. J'ai la mort en face de moi, quoi. Je le sais. Je sais que si j'ai pas cette greffe, je sais comment ça va se terminer. Oui. Une attente angoissante que partage toute sa famille. Hello. Sa fille, Candice. Ça va? Et sa femme, Marielle. Hello. Et toi? Sinon, tu as eu des nouveaux pour éventuellement la greffe? Ah non, on ne sait absolument rien. Le seul message que l'on me donne, c'est patience. Tout le monde me dit la même chose. Patience, patience, patience. Gardez le moral. Pour que Philippe soit sauvé, il faut un donneur. Le plus souvent, tout se joue dans les services de réanimation. À Marseille, un hélicoptère se pose en urgence sur le toit de l'hôpital Nord. À bord, une femme qui vient d'avoir un accident vasculaire cérébral. Le professeur Albanese, médecin réanimateur, a quelques minutes pour établir un diagnostic. Donc elle a été retrouvée dans le coma. Ouais, après donc elle est redescendue du scanner, elle a convulsé et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée dans le coma. Elle a une hémorragie bilatérale. Une grosse hémorragie méningée, oui. Cette hémorragie risque d'entraîner la mort cérébrale de la patiente. C'est à cette condition que l'on pourrait prélever ses organes. Dans ce cas, le professeur Albanese aura la charge de faire la demande de don auprès de la famille du défunt. Un moment crucial dans la chaîne de la transplantation qu'il avait accepté de partager avec nous il y a 6 ans.
Le professeur Albanese allait apprendre à un père la mort de son fils et lui poser la question du don d'organes. Nous avions choisi de n'enregistrer que les paroles de cet entretien. Bonjour monsieur, je suis le docteur Albanese. Bonjour. Entrez, asseyez-vous. Bonjour, asseyez-vous. Il vit artificiellement et malheureusement, je ne peux que vous confirmer que pour nous, il est décédé. Il est mort. Son cœur ne bat que grâce à des médicaments. Lui, il n'est plus là. Il serait possible de réaliser des prélèvements d'organes pour permettre à d'autres patients, à d'autres personnes de pouvoir vivre. Et donc, je vous demande si lui, il était opposé ou pas, et si éventuellement on peut réaliser ces prélèvements d'organes. Là, lui, maintenant, hein, il est ailleurs, et il peut rendre service, et ça peut rendre service à d'autres personnes qui sont dans la souffrance. Et je pense que c'est très important. Est-ce que vous pensez que l'examen... Mais madame, j'ai aucun doute. Aucun doute, malheureusement. Non, il ne bouge pas. C'est la machine qui le fait bouger. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis totalement sûr. Je n'ai aucun doute là-dessus. Là, il ne se réveillera pas, ça c'est sûr. C'est sûr. Sûr. Ça c'est fini maintenant. C'est malheureux pour moi. Mon fils, d'accord. C'est moi. Je vous comprends. La famille refusera finalement le don d'organes. Vous hochez de la tête, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah ben ça c'est... Enfin, je sais qu'ils n'avaient pas compris en fait qu'il était en mort encéphalique. Il était relié à une machine, sa peau était chaude, il y avait des mouvements respiratoires, son cœur battait. Ils n'étaient pas persuadés qu'il était mort, ils n'étaient pas convaincus. Peut-être ils n'étaient pas convaincus qu'on avait tout fait pour le sauver déjà. Hein. Les organes ne survivent que quelques heures, alors les médecins ne peuvent pas offrir de délai de réflexion. Ils n'ont pas le temps de réaliser, il faut déjà... Il faut qu'ils fassent leur mécanisme du deuil. Donc réaliser qu'il est bien décédé, on en revient toujours à la même problématique. Et tant qu'ils ne l'ont pas réalisé, ils prennent cette demande comme une agression supplémentaire. C'est un certain marchandage finalement, hein, on va leur demander. Hein, on va demander quelque chose, qu'est-ce qu'ils auront pour eux finalement, à part leur deuil. Un accord souvent difficile à donner pour des familles en état de choc. En France, un donneur potentiel sur 3 n'est pas prélevé, car la famille s'y oppose. Il y a un an, Marie-Josée a refusé. Sa chambre ici? Oui, sa chambre. Son fils de 23 ans, Ludovic, venait de mourir dans un accident de voiture. C'est lui, c'est mon bébé. Ça, c'était le Noël qu'on avait passé, juste le Noël d'avant. Son cousin, Sébastien, ils étaient tout le temps ensemble. C'est le fils à ma sœur. Ils étaient tout le temps ensemble. C'était beau. Un soir de décembre, Marie-Josée et sa mère reçoivent un coup de fil. Vers 10h30, on m'appelle qu'il a eu un accident. Et puis, bon... On y va, quoi. On va sur les lieux de l'accident. Il était déjà dans l'ambulance. Et je l'ai suivi jusqu'à l'hôpital Nord. Donc j'ai passé toute la nuit à attendre, toute la nuit, toute la journée. Après le matin, il y a mes parents qui sont venus. Le docteur de suite m'a dit il n'est plus là. C'est terminé. Moi, on ne me l'a pas dit. Moi, je le voyais respirer. Donc pour moi, il y avait toujours de l'espoir. Il était là, il était là. Pour moi, il était là, bon, un point, je pensais qu'à ça, c'est tout, je pensais à rien d'autre. Et le fait qu'on me demande ses organes, c'était presque ça qui allait le tuer, c'était pas possible. Pour moi, mais non, c'était horrible ce qu'on me disait, ce qu'on me demandait de faire, c'était horrible. J'arrivais pas à m'imaginer qu'on pouvait le découper en petits bouts, non, c'était pas possible. Même s'il est parti, ben, il est parti entier. C'est bête ce que je dis peut-être, mais je sais pas, on est sacré, on est... Mais tu n'aurais pas été contente aujourd'hui de savoir que quelqu'un d'autre aurait pu vivre à travers lui, un peu à travers lui? Je sais pas.
Lui, il ne me l'avait pas dit, donc il ne me l'avait pas dit clairement, ce qu'il voulait pas, donc je ne savais pas. On ne sait pas ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? On ne sait pas. D'un côté, des familles qui n'ont pas le temps de faire leur deuil. De l'autre, des médecins qui ne peuvent pas attendre pour prélever les organes. Alors comment faire baisser le nombre de refus au don d'organes, qui atteint encore 30%? Non, je ne suis pas qu'actrice. Hein. Moi, je ne suis pas que maquilleuse non plus. Dans cet hôtel près de Biarritz, ce jour-là, 50 médecins et infirmiers se retrouvent pour un stage. Ça ne peut pas être un mouvement réflexe. Mort encéphalique, répartition des greffons, bloc opératoire. Pendant 5 jours, des ateliers plus réalistes les uns que les autres se succèdent. Le foie est prélevé et il nous reste les reins et on continue toujours à perfuser. Le plus attendu, c'est celui de l'entretien avec les familles. Un jeu de rôle qui met les équipes en conditions réelles. Patricia et Thierry, infirmières et médecins, vont jouer leur propre rôle. Les formatrices, elles, interprètent une mère et sa fille, à qui on annonce la mort du père de famille. Je me présente, je suis le docteur Legrand. Je suis le réanimateur qui s'est occupé du père de madame. On a eu l'occasion de se rencontrer déjà, je crois. L'état à la prise en charge de monsieur était quand même fort grave. On en avait discuté. On savait que le pronostic vital était engagé, qu'il y avait beaucoup de risques, que ça se passe malheureusement mal. Et effectivement, donc, à la suite d'examen, nous avons pu confirmer que votre papa était malheureusement mort aujourd'hui. Dans un coin de la pièce, un infirmier spécialisé depuis 15 ans dans le don d'organes, Daniel Maroudi, note toutes les répliques. Et malheureusement, malgré une caméra enregistre aussi l'entretien. Il n'a pas survécu et ses médecins ont fait le maximum pour essayer de le sauver. Donc c'est fini. C'est fini. Après l'annonce de la mort, deuxième étape de l'exercice, la demande de don. Le médecin cherche ses mots. Il y a des conditions particulières. C'est un peu délicat dans ces moments difficiles. Mais c'est une mort toute particulière qui permettrait éventuellement d'envisager le don d'organes. Est-ce qu'il vous en avait déjà parlé? Est-ce que vous aviez déjà évoqué cette possibilité? J'en ai parlé, il ne m'a pas dit qu'il était pour, qu'il était opposé, qu'il... Madame, il en avait parlé avec vous? Non, ça fait 10 ans qu'on n'était plus ensemble, donc si vous voulez, s'il parlait à quelqu'un, c'était à sa fille, c'était sûrement pas à sa femme. On peut penser qu'il n'était pas contre, et donc on voudrait savoir si vous nous confirmez qu'il s'était jamais... Dans pareil cas, les médecins rappellent toujours à la famille que ce n'est pas à elle de décider. C'est la volonté du défunt qu'il faut respecter ou interpréter. Parce que de toute façon, il faut que je décide, parce que toi, tu dis rien. On n'est pas dans une décision. L'infirmière et le médecin trouvent les mots justes. C'est pas votre responsabilité. C'est pas votre décision. C'est le choix qu'il aurait fait de s'opposer ou pas à donner ses organes. Si vous pensez qu'il aurait aimé donner ses organes, dans ce cas-là, effectivement, on ira jusqu'au prélèvement d'organes. C'est fini. Merci. Merci. Bien. Essayez de sortir un petit peu du rôle. Après 20 minutes d'entretien, séance critique, image à l'appui. Regardez le médecin, là, il est extrêmement penché vers l'avant. Donc il se rapproche en l'occurrence de moi, parce qu'on était en diagonale, mais il a une information à me donner, il est proche de moi, il vient vers moi. Leur attitude physique était la bonne. En revanche, ils les ont informés de la mort moins d'1 minute après le début de l'entretien. Beaucoup trop prématuré. Alors je sais bien que je vous avais un peu pressé avec le temps. Tout de même, l'annonce de la mort encéphalique a été un peu rapide. Je pense que la famille l'a ainsi vécu. D'ailleurs, vous avez eu des réactions à la fois de la mère et de la fille qui vous ont fait sentir que c'était un peu brutal. Je travaillais au SMUR et au SAMU. Les annonces, on les fait très très vite, trop vite. Et donc, ils auraient dû détailler les causes de la mort avant de l'annoncer. Car un décès formulé trop brutalement met souvent en péril la demande de don. Et donc, nécessité absolue, alors ça c'est une règle, expliquer la mort avant de l'annoncer.
Lorsque vous annoncez la mort, vous provoquez un choc, vous provoquez un stress. Il y a une altération des facultés intellectuelles, des facultés physiologiques même. Les gens tremblent, les gens... Sous l'émotion de l'annonce de la mort, on ne va plus entendre vos explications. Donc on va vous faire tourner en rond parce qu'on va en capter que des bribes, parce que ce qu'on a retenu, c'est qu'il est mort. Sur la demande de prélèvement, les élèves n'ont pas obtenu de réponse claire de la famille. Une réaction classique selon les formateurs. On attend un oui ou un non, clairement. Et en fait, il ne faut pas attendre un oui ou un non. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent vous indiquer qu'il y a un assentiment pour le prélèvement d'organes à visée de greffe. Et donc, à ce moment-là, il faut les accompagner, convenir éventuellement en disant, bon, le prélèvement d'organes va avoir lieu. Voilà, on va vous expliquer tout ce qui va se passer à partir de là. C'est un peu qui ne dit mot consent. Une stratégie pour obtenir l'accord de la famille que les médecins assument. Personnellement, j'ai pas à avoir d'état d'âme, quoi. J'ai un but, c'est de soigner, c'est d'arriver au don. Et on s'est investi d'une mission, et si on n'y arrive pas, on fout tout en l'air, quoi. C'est ça qui est stressant, c'est qu'on n'est pas uniquement impliqué, quoi. C'est tout le monde. Mise en place il y a 15 ans en Espagne, cette formation a fait ses preuves. Dans ce pays, le taux de refus est de 17%, le plus bas d'Europe. Parmi les personnes que nous avions rencontrées il y a 6 ans, il y a quelqu'un dont nous voulions absolument avoir des nouvelles. Nathalie. Ça fait super plaisir de te revoir. Pareil. Nathalie est heureuse, elle pensait ne jamais nous revoir. 5 ans et demi plus tard, c'est ça? Voilà, ça fait déjà 5 ans et demi, ça passe à ce moment-là. Entrez. Lors de notre précédent reportage, ses jours étaient comptés. Bonjour. Nathalie attend depuis longtemps. Elle est adulte, elle a 34 ans. Elle attend un organe difficile à prélever et à greffer, un poumon. Depuis l'âge de 12 ans, elle souffre de mucoviscidose. La greffe est son seul espoir. Aujourd'hui, elle ne peut plus vivre sans une assistance respiratoire permanente. En vivant pendant des années avec une maladie, on apprend à avoir que des contraintes et des contraintes. Et on aimerait bien savoir aussi un jour ce que c'est de vivre sans contraintes. Donc moi, je voudrais au moins arriver à la greffe et au moins avoir le droit, entre guillemets, de vivre comme tout le monde et voir un peu aussi ce que c'est de vivre le matin, se lever. Et le seul objectif dans la journée, c'est la vie de tout le monde, quoi. J'ai peur de mourir avant que j'ai la chance d'avoir un organe, quoi. Parce que ça va tellement vite que là, si demain j'attrape quelque chose ou si mon poumon il me lâche, s'il n'y a pas un organe, c'est fini pour moi, quoi. 15 jours après la diffusion de ce reportage, Nathalie a été greffée in extremis. Aujourd'hui, elle mène avec Jean-Luc la vie de Madame Tout-le-Monde. On a fait des gros travaux, la cuisine. Voilà. Ça, c'était un grand objectif qu'on avait. Voilà, on est super contents. Et puis, on a mis une affiche de New York. Ça a été notre voyage pour nos 10 ans de vie commune. C'est mon premier grand voyage que j'ai fait pour aller aussi loin, quoi. Et j'aurais pas pu le faire avant. Voilà. Donc pour moi, c'était quelque chose de génial. En plus, tous les deux, sans soins, sans drainage, sans aérosol, juste des médicaments à prendre, c'est tout. Voilà, comme tout le monde, quoi. Les malades atteints de mucoviscidose vivent rarement au-delà de l'âge de 25 ans. Grâce à la greffe, Nathalie, elle, a pu fêter ses 40 ans. Une étape symbolique que Jean-Luc et ses filles ont célébrée en lui organisant un anniversaire surprise. Et lui, c'était... Ah voilà, là on arrive. Et il y avait tout le monde dans la salle, avec... il devait faire 45 degrés dans la salle. Les 40 ans, c'est déjà, je pense, une étape dans sa vie et je ne pensais pas les atteindre, en fait. C'est vrai que moi, déjà quand j'avais cette maladie, 40 ans, c'était pas... Et puis en fin de compte,
Et aujourd'hui, regarde le temps qu'on a. On n'a pas de chance, hein. Aujourd'hui, à la voir se promener, on en oublierait presque qu'elle a été greffée. Et voilà, on est arrivé. Et Nathalie, vous pouvez monter comme ça maintenant sans être essoufflée? Oui, oui. Oui, c'est génial, j'y pense même plus. J'y pense même plus, mais c'est vrai qu'au début, en fait, la première année, quand j'étais greffée, ça me faisait drôle parce qu'en fait, je pensais que j'arriverais pas à faire les choses. Et puis maintenant, maintenant, j'ai pris le... C'est vrai, j'y pense même plus. Par contre, il y a une chose à laquelle je pense tous les matins en me levant, c'est que grâce à une personne qui m'a fait don de son organe, je peux me lever et vivre comme tout le monde. Ça, c'est une chose qu'on n'oublie jamais. Ça, c'est clair. Voilà. Un donneur dont elle ne connaîtra jamais l'identité. La loi française impose l'anonymat. On est en retard, comme tous les matins. En piste. Regarde le soleil. Tu vas faire un bisou, Patricia? Bonjour mon cœur. Bonjour. Alors bébé, gentil? Oui. Oui? Super mangé, pas beaucoup dormi. Ah. Allez ma On se branche. On s'en passerait bien de la dialyse. On aimerait bien avoir une vie banale. Hein. Quand il s'arrache le pansement et que je suis obligée de mettre des rustines, je vois ce tuyau rentrer directement dans sa peau, ça... Ben, je préférais que ça soit à moi que ça arrive plutôt qu'à lui. Hein. Il y a un palliatif, une greffe. Un bonhomme? Par ce côté, on tire le sein. Bonjour monsieur, je suis le docteur Albanese. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Il vit artificiellement et malheureusement, je ne peux que vous confirmer que pour nous, il est décédé. Il est mort. Il serait possible de réaliser des prélèvements d'organes pour permettre à d'autres patients, à d'autres personnes de pouvoir vivre. Là, lui, maintenant, hein, il est ailleurs et il peut rendre service et ça peut rendre service à d'autres personnes qui sont dans la souffrance. Et je pense que c'est très important. Est-ce que vous pensez que l'examen... Mais madame, j'ai aucun doute. Aucun doute, malheureusement. Non, il ne bouge pas. C'est la machine qui le fait bouger. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis totalement sûr. Je n'ai aucun doute là-dessus. Là, il ne se réveillera pas, ça c'est sûr, c'est sûr, sûr. Vous savez, madame, on ne pourrait pas se permettre de vous demander ce que je vous ai demandé si on n'était pas sûr. Non, 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 c'est pas d'accord, monsieur. On vous dit qu'on n'est pas d'accord depuis tout à l'heure. C'est fini maintenant. C'est malheureux pour moi. Mon fils, c'est mort. Je vous comprends. Le problème, c'est que probablement, on n'a pas été assez convaincant, on n'a pas eu une relation de confiance suffisante pour qu'ils admettent en fait la réalité de cette mort encéphalique, de cette mort tout court. Depuis quand tu es au courant, Sandy, que c'est le grand jour? À 5 heures. Ils ont eu peur, mes copains. Ils croyaient que je devais aller faire les examens. Et quand maman a dit qu'elle va se faire greffer,
Ils m'ont tous applaudi, ils m'ont tous fait applaudir. Vous étiez en train de faire quoi? En train de faire mes courses. On faisait les courses, on était en plein embouteillage, on faisait les courses. Aujourd'hui, c'est mon plus beau jour de ma vie. Je pourrais tout manger, le chocolat, bonbons. Après, je pourrais courir, faire du sport. Grandir et peut-être avoir des enfants. Vous savez, ma Thierry, quand je te promets quelque chose, hein, on a dit bientôt. Quand est-ce qu'on a dit ça? C'était il y a une semaine. Il y a une semaine. Ouais. On a dit bientôt, et voilà. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Oui. Je vous remercie du fond du cœur pour me faire reprendre. Et là, tu nous dis. On fois tout neuf. Hein, on y va? Allez. En vivant pendant des années avec une maladie, on apprend à avoir que des contraintes et des contraintes. Et on aimerait bien savoir aussi un jour ce que c'est de vivre sans contraintes. Donc moi, je voudrais au moins arriver à la greffe et au moins avoir le droit, entre guillemets, de vivre comme tout le monde et voir un peu aussi ce que c'est de vivre le matin, se lever. Et le seul objectif dans la journée, c'est la vie de tout le monde, quoi. Et ça, c'est clair que rien que pour ça, déjà, ça m'aide dans ma bataille, quoi. J'ai peur de mourir avant que j'ai la chance d'avoir un organe, quoi. Parce que ça va tellement vite que là, si demain j'attrape quelque chose ou si mon poumon il me lâche, s'il n'y a pas un organe, c'est fini pour moi, quoi.